des modèles opératoires internes, comme on dit maintenant de plus en plus avec l'apport de la théorie du trouble d'attachement, c'est-à-dire qu'au cours de notre vie, on développe des schémas relationnels qu'on intériorise, puis qu'on va avoir tendance à répéter. Donc, le transfert, on pourrait le définir comme ça, avec la charge affective qui va avec, et les intentions qui sont projetées sur l'autre personne. Donc, on entre en relation avec ces schémas relationnels-là. Moi, je dis, plus on est du côté de la psychopathologie, plus ces schémas-là sont rigides, stéréotypés et très ancrés dans la personnalité, tandis que quand on va à l'autre bout du spectre, vers, disons, un équilibre ou une normalité, appelons ça comme ça, on est dans des schémas relationnels beaucoup plus souples, beaucoup plus variés aussi, qui laissent place à l'innovation, de l'adaptation, puis quelque chose de créateur. Donc, l'analyse du transfert, donc de ces mécanismes-là répétitifs, et aussi beaucoup du contre-transfert. Je pense que là, on a une prise de regarder ce qui se passe en nous pour éviter que ce gène-là, que le sujet qu'on accompagne, répète avec nous ces histoires passées. Donc la résonance. La résonance qu'on peut y avoir, les sentiments qu'on peut ressentir, les réponses. Il y a toute une partie de ma formation, moi qui a tourné autour de la notion de ne pas répondre au contenu. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à de l'agressivité par de l'agressivité, par exemple, à une prise de pouvoir par une autre prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un délai entre ce que le sujet va mettre en action, va déployer au niveau relationnel, et puis notre réponse. Parce que notre réponse à nous, elle doit être une réponse adaptée pour répondre aux besoins du jeune, non pas à son comportement ou à une provocation. Donc, et c'est ça qui fait quelque chose de thérapeutique. Parce que, sur le plan expérientiel, le sujet va vivre un autre type d'expérience. Et là, c'est correctrice. Et là, il y a un changement qui peut se produire parce qu'il y a un déséquilibre. Il n'y a pas la réponse qu'il y a toujours eu. L'enfant qui est carencé, on va être là de façon stable pour répondre à ses besoins. L'enfant en trouble d'attachement, on va tenter de lui proposer quelque chose, une base de sécurité au niveau du milieu, de l'environnement et de la relation. Les enfants abusés, ben c'est de voir que notre réponse ne sera pas abusive, que ce soit sexuelle ou agressive, donc ainsi de suite, qui fait que notre réponse, parce on va s'être occupé de nous, de notre relation thérapeutique avec ce sujet-là, fait que ça va donner thérapeutique, parce que la réponse va être différente. Alors l'aspect thérapeutique, quand on regarde l'opération-utilisation, c'est être capable d'utiliser les événements, mais il y a toute cette part-là aussi psychique là, que tu es en train de traduire, qu'il faut être à l'écoute aussi du transfert qui peut jouer et des résonances de contre-transférentiel qu'on peut avoir. Ça m'apparaît central. De plus en plus, les recherches qui sortent donnent une place très importante à la relation, beaucoup plus qu'au programme. Oui, parce que les programmes, dans la récente étude que j'ai lue, il y a 40% de facteurs d'efficacité qui relèvent du sujet et de son environnement, sur lequel on n'a pas de pouvoir. Par exemple, il y a un réseau social sur lequel il peut tabler, il est intelligent, donc autant de facteurs qui sont importants dans le changement, mais sur lesquels on n'a pas de contrôle. 30%, c'est la relation, comme facteur d'efficacité, et les 30 autres % se divisent en 15-15 entre l'effet placebo et le programme et la technique utilisée. Donc, c'est vraiment la relation qui est au cœur du processus de changement en termes d'efficacité. On ne raisonne plus pour s'occuper de cette relation. Et qu'on mette de la rigueur dans la façon dont on vit cette relation-là aussi. C'est un peu le but de ton livre, moi, j'ai trouvé. Maintenant, tu me devançais un petit peu en parlant des notions de transfert et de contre-transfert. Parce que moi, ce que je voulais dire, ce que j'ai eu comme observation majeure en lisant ton livre, c'est que j'ai trouvé que tu apportais beaucoup l'approche psychanalytique. Et pour certains, ça peut paraître un peu hermétique, réservé à des initiés, un peu. Mais je trouve que tu as réussi à incarner cette approche-là et de la rapprocher du travail du psychoéducateur dans un vécu éducatif partagé. Alors ça, j'ai trouvé que c'était quand même un travail de liaison quand même très, très important. Qu'on puisse
rapprocher ces deux mondes-là et voir le sens. Hein. Mais je pense que dans le travail du psychoéducateur, il y a beaucoup de choses qui sont psychanalytiques. Oui. Qui sont là d'emblée psychanalytiques. Pour toute la dimension inconsciente, par exemple. La dimension de l'analyse du compte-transfert, oui, qu'on l'appelle l'analyse du compte-transfert, regarder notre vécu face aux jeunes ou aux sujets qu'on tente d'aider, de s'occuper de nos résonances émotionnelles ou corporelles. C'est autant de façons différentes de nommer le même phénomène. Oui. C'est vrai aussi que du côté de la psychanalyse, il y a eu un jargon assez épouvantable qui a été développé, qui fait rien pour que les gens s'intéressent à ces concepts-là, qui sont, rappelons-le, issus beaucoup de la clinique. Hein. Freud, a été le premier a été le premier psychothérapeute. Dans le fond, les autres écoles se sont développées autour de la psychanalyse. Mais il était vraiment le clinicien, hein? Ah oui, c'était ça. Auprès du patient, pour voir décoder, comme tu disais tantôt. Tout à fait, exactement ça. Donc, il y a beaucoup d'autres concepts, dont un, entre autres, que je développe, celui du contenant, qui a été élaboré par Billon. Oui. Le contenant étant le contenant physique, d'une part, mais surtout le contenant psychique. Billon a conceptualisé les premières relations entre une mère et son enfant, et puis moi j'utilise beaucoup cette conceptualisation-là pour généraliser ces notions-là au travers du psychoéducateur, dans le sens que le psychoéducateur devient un contenant lui aussi. Un contenant au niveau psychique, c'est-à-dire que dans la relation mère-nourrisson, l'enfant va émettre des sons, va émettre des signes, va crier, gesticuler, et la mère va agir comme contenant, c'est-à-dire qu'elle va contenir toutes ces informations-là, ces charges-là affectives, ces décharges émotionnelles-là, et puis avec ce que Billon appelle la capacité de rêverie, dont on revient aussi au titre de mon livre, avec la capacité de rêverie, va élaborer une réponse la plus adaptée possible aux besoins de l'enfant. Donc, comme clinicien, c'est un peu la même chose. On utilise tous nos sens, l'observation, pour décoder ce que le sujet veut nous communiquer, pour avoir une représentation de son monde intérieur et lui offrir une réponse la plus clinique possible, la plus humaine possible, la plus relationnelle possible aussi, en fonction du besoin qu'on a identifié, qu'on a évalué aussi. Alors, ça demande aux professionnels, aux psychoéducateurs, entre autres, un moi observant, d'avoir du recul pour se regarder lui dans ses réactions, puis d'être aussi un auxiliaire du moi pour le sujet qui accompagne, qui est en difficulté. Souvent, c'est ça que ça demande aussi. Beaucoup. C'est ça le contenant, être un peu l'auxiliaire du moi, de l'adulte ou du jeune qui a besoin d'aide. Puis j'ajoutais toute l'observation participante. C'est exactement ça, ce que tu décris. C'est notre clinique. C'est notre clinique, puis dans l'utilisation et dans la rencontre d'accompagnement clinique, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel il faut toujours travailler. Parce que ça prend un petit peu cet égo auxiliaire-là ou ce tiers-là observateur. C'est comme si on s'observait nous-mêmes dans une relation, ce qui fait que ça nous donne l'information sur qu'est-ce qui est en train de se jouer là entre nous deux. Et là, je pense que j'aimerais ça te citer dans ton livre. Je vais prendre une partie d'un texte, puis j'aimerais ça qu'on aille au cœur des notions que tu présentes dans ton livre. Alors, tu écris à un moment donné, l'éducateur, pour bien utiliser les événements, doit posséder une conception du fonctionnement psychique afin de comprendre le sens des comportements, c'est ce que tu disais tantôt, qu'il observe dans son travail clinique. Et là, je pense que tu réfères, en tout cas, c'est le cœur de ton livre, tout au long